Mandela, tout sur le Congo en anglais. Bienvenue amis téléspectateurs, web spectateurs qui nous suivent encore une fois pour ce troisième numéro de Parole de journaliste. Parole de journaliste qui revient avec nos amis spécialistes Kerwin Maïzo et Roger Bambos. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets qui nous tiennent à cœur. Nous parlerons bien sûr de la désignation d'Obam Minaku au poste de président de l'Assemblée nationale, de la désignation. Disons que c'est le candidat du mouvement présidentiel à ce poste. Nous parlerons également du cas Bosco Tangana. Est-ce qu'il y a eu... Bosco Tangana. Oui, exactement, celui-là dont on parle. Défection ou non de son équipe et de lui-même, bien sûr. Nous parlerons aussi de ce qui se passe en RDC aujourd'hui à Kinshasa par rapport à la francophonie. Est-ce que la francophonie est une institution, encore une fois, qui peut apporter une valeur ajoutée ou quelque chose d'intéressant à la RDC aujourd'hui? Donc, merci de nous regarder. Merci d'avoir choisi Parole de journaliste. Kerwin, Roger, bonjour. Bonjour Roger. Bonjour Roger. Effectivement, il y a deux Roger ici. Il y en a un qu'on voit et l'autre qu'on ne voit pas. Alors, pour commencer, nous allons aller tout de suite en RDC et parler du Parlement et plus précisément du prochain président de l'Assemblée nationale. Le mouvement présidentiel géré par Obam Minaku vient de décider en fait comme quoi leur secrétaire général Obam Minaku sera leur candidat au poste de président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous, spécialiste de l'actualité et de la politique, vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, moi je dirais que si ce n'était qu'une affaire d'homme, Obam Minaku a été mon assistant à l'université de Kinshasa, donc c'est quelqu'un que je connais particulièrement. Pour avoir travaillé avec lui, il a des compétences. Si ce n'était qu'une affaire d'homme. Mais là, ce n'est pas une affaire d'homme, c'est une affaire d'institution. Il va se retrouver à la tête d'une institution illégitime, c'est-à-dire on ne va pas diriger un parlement dont la plupart des députés se sont retrouvés là par nomination ou par fraude. Donc moi je considère ce parlement comme illégitime, un parlement croupion, et issu d'un processus bidon. Donc je pense que je conseillerais à Obam de ne pas continuer à participer à cette mascarade. Qu'on fasse table rase de tout ça, c'est sale, ça salit les pays, qu'on fasse table rase de tout ça et que l'on recommence avec un processus beaucoup plus propre. Et voilà, tout le monde en sortira grandi. Roger, qu'est-ce que toi tu peux nous dire par rapport à la candidature d'Obam Minaku au poste de président de l'Assemblée nationale? Déjà au départ, il était pressenti devenir Premier ministre de la RDC. Les 100 jours passés, on voit comment ce pays-là est en train de patauger dans la mouise. D'autant plus que pour le choix de ces présidents de l'Assemblée nationale, ils ont organisé un congrès aux frais du contribuable pour bien sûr faire cette mise en scène théâtrale afin de mettre à la tête de cette assemblée une personne à laquelle va pouvoir modifier dans les années à venir la Constitution pour que Kabila puisse se maintenir au pouvoir. C'est ce genre de manœuvre que les Congolais doivent regarder ça avec un œil beaucoup plus attentif. Pourquoi on se souviendrait de cette affaire de la modification de l'Assemblée à 9 mois des élections présidentielles. Et là, on est encore quelqu'un qui est vraiment dans la machinerie du MP pour favoriser encore cette confiscation du pouvoir qui va se mettre en place. Mais qui est Obam Minaku pour vous? Kerwin, toi tu dis que voilà, tu le connais bien, mais qui il est, Obam Minaku? Parce que depuis longtemps on entend, comme vient de dire Roger, son nom pressenti pour être même Premier ministre. C'est l'un des secrétaires généraux du PPRD. Il a une licence en droit, il est assistant à l'université de Kinshasa, faculté de droit, et il s'occupait de certains cours au département de droit public international et relations internationales. Sur le plan intellectuel, il est compétent, mais il travaille au PPRD, c'est un des secrétaires généraux du PPRD, et il est quand même assez jeune.
Voilà, et voilà le peu de CV que je puis vous donner de lui. Pour ce qui est du reste, je l'ai déjà dit. Alors vous allez remarquer une seule chose, c'est vrai que c'est comme un hasard de circonstances montre que pour devenir président de l'Assemblée, il faut toujours passer par le droit. Hein, comme on a eu avec notre président qui a brillé par son incompétence. Qui était aussi mon professeur à l'université de Kinshasa, le prof Bochab, qui a fait une très grande distinction en Belgique. Et il nous a donné un cours de théorie politique. Donc, alors, voilà. On prépare quelqu'un qui va modifier la Constitution. Moi, j'en appelle aux Congolais de faire attention par rapport à cette nomination. Pour toi, Roger, ce qui est clair, c'est que Obaminaku vient avec un but bien précis. Bien précis. Préparé pour pouvoir mettre en place le processus qui va faire que ce président-là reste définitivement au pouvoir. Comme Mobutu est resté au pouvoir, donc ils sont en train de travailler que ces présidents tricheurs, qui est illégitimement placé là, puissent se maintenir au pouvoir par la force même d'ailleurs des institutions. Que doivent faire les Congolais alors, puisque apparemment il y a une machination, il y a quelque chose qui se prépare. Roger, tu as l'air d'avoir des informations à ce sujet. Comment doivent réagir les Congolais alors? Ils doivent barrer la route à tout projet qui va dans le sens de freiner ce pays qui est déjà au fond du gouffre. Donc le devoir du Congolais, comme le dit l'article 64 de la Constitution, c'est de se révolter chaque fois qu'il y a ce genre de manœuvres pour enfoncer un pays. On ne peut même plus enfoncer ce pays parce qu'il est au fin fond de la fosse septique. On ne peut même plus l'enfoncer. La dernière fois, lors de nos précédentes émissions, nous avons parlé déjà de l'inaction des Congolais. On avait attendu le 6 décembre, il ne s'est rien passé. On a attendu lors de la marche des chrétiens. Du 24, non, avant, après, il y a eu la marche aussi que l'autre devait organiser avec Etienne Tshisekedi. Voilà, il ne s'était rien passé. Voilà. Lors de la marche des chrétiens, il ne s'était rien passé encore une fois. Alors, Kerwin, toi tu parles d'un peuple qui doit réagir. Roger, qu'est-ce que toi tu peux nous dire? Une succession de rendez-vous ratés où le peuple congolais est resté à la maison ou est resté en train de boire sa bière de Skol? Non, je pense qu'il ne faudra pas incriminer ce peuple, condamner même ce peuple. Le peuple a été brillant, extrêmement brillant lors des dernières élections. Il s'est mobilisé, complètement mobilisé, sur toute l'étendue de la RDC. On a vu un peuple qui se soulève même pour aller vérifier les urnes. Un enfant de 8 ans, moi je me rappelle de cette image extraordinaire, un enfant de 8 ans est en train de vérifier la liste de candidats, un enfant de 8 ans. Donc par maturité politique, cet enfant avait déjà quelque chose. Leurs parents disaient que voilà, il faut que tu ailles protéger ces urnes, afin que le gagnant de ces élections puisse avoir la légitimité. Donc je ne pense pas qu'on puisse condamner ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple, il est pris par le canot de la répression. Le canot de la répression. On voit le char de combat qui quadrille la ville de Kinshasa. À travers ça, il y a eu 2 milliers de morts. Le dernier rapport, même si le rapport est minimal, mais les rapports montrent quand même qu'il y a eu des exactions graves par rapport à ces processus électoraux. Je pense qu'on ne doit pas montrer du doigt à ce peuple. Le peuple a fait son travail, mais il reste maintenant à la société civile, parce que c'est ça qui manque à ces pays, c'est la société civile. Je ne sais pas si tu peux rajouter un... Oui, de toute façon, on a fait une émission avec toi, Roger. C'était l'invité, j'avais invité Anissé Mobé, et qui nous a expliqué que le peuple congolais n'est pas un peuple amorphe. Quand on regarde son histoire, c'est un peuple qui a toujours su protester et qui ne se laisse jamais faire. Et ce qui se passe là, c'est les douleurs de l'accouchement. Le peuple congolais n'est pas aussi amorphe qu'on le croit. Les moments venus, il se révoltera parce que au Sénégal, il y a eu des élections. Quelques jours après, ils ont un gouvernement. Pourquoi au Congo, depuis le 28 novembre, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de gouvernement? C'est parce que, même de façon pacifique, ce peuple est en train de protester. C'est ainsi que la situation semble être bloquée. Et avec les nouvelles que nous avons, je pense qu'on n'est pas au bout des surprises. Hein. Je pense que très bientôt, on va avoir des surprises. Alors, toujours dans le cadre du Parlement et des députés qui vont siéger,
On a vu, on en a parlé la dernière fois, les députés de l'UDPS désertèrent en quelque sorte. Des députés qui devaient normalement suivre le mot d'ordre du président Tshisekedi, qui se sont retrouvés à siéger au Parlement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet par rapport à l'UDPS et, comment dirais-je, le respect de son président? Est-ce que son président aujourd'hui a encore une légitimité face à ses collaborateurs qui ont été élus grâce à son image, grâce au prestige de ce parti, et qu'aujourd'hui c'est... Grâce à la portée du combat que cet homme a mené. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Est-ce que Etienne Tshisekedi a encore une légitimité, puisque même des politiciens qui se devaient de suivre son mot d'ordre désobéissent totalement? Ça, c'est des députés alimentaires qui ont été exclus de son parti. Voilà. Si on avait publié les vrais résultats des élections, l'UDPS n'aurait pas eu moins de 50 députés sur 550. Ça, c'est clair. Mais cela ne souligne pas une perte de légitimité? Non, mais pas du tout, parce que déjà, avec la fraude, il n'a que 50 députés. Mais que vont faire 50 députés dans une assemblée où l'autre majorité, il y a plus de 350 personnes pour l'autre camp? Leur voix sera complètement inaudible. Qu'est-ce que tu veux dire, Roger? Moi, c'est ce que je peux dire, il y a une trahison. Hein, si on veut aller dans une logique patente par rapport à ces élections, au premier abord, ces candidats qui étaient de vrais candidats, de vrais patriotes, prônés pour la vraie démocratie, ils étaient tous derrière Etienne Tshisekedi. À l'arrivée, leur nom sorti au niveau de nomination, parce qu'ils étaient nommés, quoi qu'il arrive, parce qu'on pouvait les interchanger comme ils voulaient, parce qu'ils avaient la liste, Bochab avait la liste. La personne qui est partie, Katouma Mouaké, avait une liste. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre entre Katouma Mouaké et Bochab, qui est-ce qui pouvait mettre beaucoup plus d'égards autour de cette assemblée. Voilà, donc il y avait ces combats, une guerre qui existait autour de ça. Alors, il y a eu ces cinquantaines de députés de l'opposition, particulièrement de l'UDPS, qui sont engouffrés sur cette liste. Mais néanmoins, ce qu'on peut observer, c'est tous de vatripontons, de gens qui pensent par rapport à leur ventre. Que pensez-vous alors, ces gens-là, que de la manière dont tu les décris, une personne comme Roger Lumbala, nous ne sommes pas là pour dénoncer ou critiquer à titre personnel, mais Roger Lumbala fait des interviews, fait des émissions où il s'adresse directement à la diaspora. Oui, mais Roger Lumbala, j'ai suivi son interview en insultant en fait d'une manière assez inconvenante la diaspora. Moi, j'ai interviewé plusieurs fois Roger Lumbala. J'ai approché cet homme. Moi aussi, la matière grise de cet homme est en dessous de la moyenne. Il ne peut pas se prévaloir qu'il a de capacités intellectuelles beaucoup plus élevées pour dire de telles sornettes, de telles ellipses qu'il a pu sortir lors de son dernière interview avec votre collègue de Congo Mikili. J'étais profondément touché parce que quand il avait fait l'appel à la diaspora de venir en aide par rapport à sa télévision, la diaspora a apporté son aide. La diaspora a apporté de l'argent. Et que cet argent-là, Roger Lumbala... Il parle de 5 000 $. Peu importe. Et qu'une chaîne de télé à Kinshasa demande plus de 5 000 $. S'il vous plaît, dans la logique d'une moralité, la morale demande à ce que quand vous recevez même 1 euro de quelqu'un, vous devez respecter cette personne. C'est ce qu'on appelle la morale. Si vous prenez cet argent-là et vous crachez sur ces personnes-là, donc cet homme peut cracher aussi sur la population. Cet homme peut marcher sur le mort congolais. Moi, je ne fais aucune polémique avec cet homme. Je ne souhaiterais pas le faire. Il a dit qu'il a travaillé dans les assurances, mais je pense que moi, j'étais responsable de la direction d'une société de communication. Je sais, quand on met un commercial sur le marché, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes. Je pense que quelqu'un peut le dire. Donc, il a dit qu'il se travaille dans une société d'assurance, et cette société d'assurance, je peux vous le garantir, n'a pas besoin d'avoir des diplômes. Moi, je souhaitais qu'il montre, qu'il présente une présence de son cursus universitaire. À partir du moment-là, je dirais, oui, cet homme a quelque chose dans la tête. Mais là, ce qu'il a dit, je suis en train de le mettre sur le même pied d'égalité que tous ces fripouilles qui volent la RDC. Kerwin, toi tu l'as interviewé également, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à
tes impressions quand tu as eu affaire à Roger Lumbala? Il a d'abord, à l'époque, éludé la question sur et si Tshisekedi ne gagnait pas aux élections. C'est-à-dire qu'il avait déjà un plan sous la main, il avait un plan B par rapport à sa carrière personnelle. Ensuite, il n'a pas donné des réponses claires par rapport à son bilan au ministère du Commerce, parce qu'il a été ministre du Commerce. Il n'a pas donné un bilan clair, et enfin, il n'a pas expliqué de façon claire qu'est-ce qu'il faisait au RCDN. Parce que vous ajoutez nationaliste, il y a le mot RCD, et qui dit RCD dit Rwanda. Donc un fils du Congo n'a pas à flirter avec un parti pro-rwandais. C'est clair, un parti qui agresse notre pays, il n'a pas à flirter avec. Donc moi j'ai dit que ceux qui ont travaillé avec Mobutu ont eu beaucoup de chance à la chute de Mobutu, parce qu'à l'époque, les Congolais avaient le pardon facile. Mais ceux qui trahissent leur pays maintenant n'auront pas la même chance que ceux d'avant, parce que les Congolais est devenu tellement vindicatif que ça risque de très mal se passer pour toutes les personnes qui trahissent les pays, à quelque niveau que ce soit, armée, parlement, gouvernement, tout ce que vous voulez. Ça va vraiment très mal finir pour certaines personnes. Merci pour avoir parlé de tout ce qui est les personnes qui en fait font du mal à la RDC aujourd'hui. Et on a aussi le cas de Bosco Ntaganda. J'arrive pas à dire son nom, je ne sais pas pourquoi. Mais cet homme-là aussi fait partie des personnes qui aujourd'hui posent problème en RDC. On se demande pourquoi en fait l'État congolais ne se précipite pas à l'arrêter et à le livrer comme l'exige la CPI. Bon, la question principale qu'on se pose, c'est pour qui roule le gouvernement congolais? C'est la première question. Okay. Une fois qu'on aura répondu à cette question, on doit se poser une deuxième question. Pour qui roule Nkunda Batware et Bosco Ntaganda? On se rendra compte que tous obéissent à une même personne. Il y a des commanditaires dans des pays occidentaux, des multinationales et tout ce que vous voulez, et il y a des sous-traitants dans les pays de la région, le Rwanda, l'Ouganda et tout ça, et les exécutants. Les exécutants, c'est la MONUC, le gouvernement de Kinshasa. Tous n'ont qu'un seul objectif, c'est le pillage du Congo et le démantèlement de cet État. Pour en faire un micro-État, plusieurs micro-États faibles qui seront sous la coupe des multinationales. Et Bosco Ntaganda et Nkunda Batware participent de cette mission de balkanisation de la RDC. On nous raconte des histoires à la télé, Bosco Ntaganda est recherché. On recherche quelqu'un dont on connaît où il est. On n'a pas à les rechercher. Monsieur habite à Goma. Au lieu de se retrouver en prison, il s'est retrouvé nommé comme général de l'armée au Congo. C'est du jamais vu. Vous vous imaginez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on prend le général Goering, je ne sais pas moi qui, pendant qu'il est recherché, je ne sais pas moi, bon, on les nomme. Dans l'armée allemande, on les nomme. On a nommé quelqu'un qui est recherché. Il n'est même pas recherché, il est à Goma, il a été impliqué dans une histoire de 3 millions de dollars avec un avion des Américains, il a escroqué 10 millions de dollars au basketteur Mutombo Dikembe, il vit à Goma au vu et au su de tout le monde. Tout ce qu'on nous raconte, c'est de la distraction pure et simple. Voilà. J'adore ce mot qui est devenu tellement commun chez les Congolais, distraction. Roger, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est de la distraction? Ce que je pourrais dire, c'est pas, enfin, la distraction, le terme, oui, est approprié par rapport à ça. Oui, Roger, qu'est-ce que toi tu peux nous dire par rapport à l'histoire de Bosco Ntaganda? Voilà. Son nom est assez compliqué avec le DAA à la fin. Voilà. C'est assez compliqué aussi pour dénouer cette affaire, ça devient extrêmement compliqué. Pourquoi compliqué? Aujourd'hui, on parle de défections. Je reviens sur l'histoire des défections. Il y a eu 300 militaires de la FARDC qui passent de l'autre côté. Mais ça, c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est pas le militaire de la FARDC, c'est pas des Congolais. On le sait bien que quand on a fait le brassage, qu'est-ce qu'il y a eu? On a récupéré les Tutsis, les militaires Tutsis, ont infiltré l'armée congolaise. Et c'est les mêmes militaires-là font allégeance aujourd'hui à Bosco Ntaganda pour vous dire que l'État n'existe plus. L'armée n'existe pas, l'État n'existe pas, n'existe même plus, et a fortiori, l'armée est en déliquescence. Ça montre, c'est pour cela que le représentant des Nations Unies, sous-représentant des Nations Unies, a fait une déclaration disant que nous allons vers un clash. Un clash, c'est-à-dire que
ce qu'on voit vers le Mali, on est en train de le vivre aujourd'hui sur la RDC. Le pays va être scindé parce que l'autre, Bosco Tangana, vit en maître dans cette région-là. Alors, venez pas nous dire que voilà, Bosco Tangana est recherché, comme Kerlin vient de dire. Bosco Tangana a un hôtel payé à l'année au Grand Étoile à Kinshasa. Son nom est là-bas. Donc, il circule dans la RDC comme il peut. Il a le soutien de Joseph Kabila qui est... Bah, tiens, tu parles de Joseph Kabila. Moi, je voulais savoir, est-ce que, en observant cette situation, on ne peut pas se demander, est-ce qu'il y aurait-il un accord entre Kabila et Kagame, puisque Kagame protège aujourd'hui Kunda Batouare, et le rôle de Kabila serait-ce de protéger Bosco, puisque son nom me pose problème, je vais m'arrêter à Bosco. Cette histoire-là est assez simple. Bosco Tangana était le bras droit, le bras armé de celui qui est jugé aujourd'hui à la CPI. Donne-nous son nom. Thomas Luba. Il était son bras droit. C'est lui qui faisait ce qu'on appelle la sec besogne. Alors, si cet homme est déféré aujourd'hui à la CPI, on connaîtra la vérité sur ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Kabila tombera, par ricochet, Kagame aussi tombera. La raison pour laquelle on est en train de mettre un veto là-dessus, et tout le monde est au courant que Bosco Tangana ne sera jamais livré à la CPI. Voilà pourquoi son assurance de faire une déclaration au journal de l'AFP, disant que lui, il n'a pas quitté l'armée congolaise, et qu'il est là, qu'il est à Goma, il est chez lui, et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais la démonstration de force dans l'Est de la RDC a montré qu'il est en train de narguer le peuple congolais, narguer l'armée congolaise, parce qu'il y a la zone rouge dans le Kivu. Vous savez qu'est-ce que c'est cette zone rouge? Il y a une zone où, dans le 13 km de Bukavu, jusqu'à quand tu sors du 13 km de Bukavu, et ça devient la zone de Bosco Tangana. Et là où il sévit en maître. Donc, le Congo n'existe plus à partir de là jusqu'au Rwanda. Et que fait la MONUSCO sur cette zone? La MONUSCO, vous le savez aussi bien que moi, la MONUSCO est complice de tout ce qui se passe en RDC. Donnez-moi un seul pays où les Nations Unies est parti, où on a retrouvé la liberté. Donnez-moi un seul pays. Là où les spectateurs répondront. Ça coûte $1 million par jour, c'est une vaste blague. À part donner un peu de l'emploi à quelques chauffeurs à Kinshasa, et donner un peu du boulot à quelques prostituées, la MONUSCO et violé accessoirement nos jeunes filles. Ça sert à rien. Bon, bien au contraire, ça sert. C'est une armée d'occupation. Bon, aujourd'hui, on parle de l'affaire Bosco Tangana, mais où en est en fait l'affaire Kunda Batouare? On en est où finalement? Il a touché ses dividendes. Il a fait son rôle par rapport au Congo. Il se repose dans une villa à Kigali. Il n'y a pas d'affaire. Alors il a la retraite. Je vous poserai aussi la question simplement. Alors, l'histoire de Moutebouchi aussi. L'histoire de Bosco Tangana, l'histoire de Kunda Batouare. Demain, on aura encore un autre Bosco Tangana. Demain, on aura encore un... Je pense que, comme Kirill vient de dire, il vient faire pousser en fait ce qu'on appelle le pion à un niveau. Il s'en va. Un autre reviendra pour pousser ces pions-là jusqu'à ce que le 800 km cherché par l'école et les accords de l'Émirat établi avec le musée Kabila. Je pense que le musée Kabila, il n'était pas assez mature pour pouvoir signer ces genres d'accords. Il ne connaissait pas en fait en réalité la RDC pour avoir signé ces accords. Et là, nous souffrons encore de ces accords. Alors, ça montre qu'on met des pions, on les fait déplacer et on remplace jusqu'à ce que leur plan de balkanisation se mettra en place. Ok. Alors, la RDC aujourd'hui vit autre chose qu'on appelle la décentralisation. Au niveau de la décentralisation, il y a eu plusieurs villes et communes qui ont été créées, okay? Et ces villes-là ont été créées, comment dirais-je, avec l'ancien gouvernement dont le Premier ministre était Adolphe Muzito. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait par rapport à cette décentralisation qui est mise en place, dont en fait un gouvernement sur le départ peut signer des décrets et s'en aller et laisser le pays. Non, je pense que là, vous avez peut-être omis de spécifier quelque chose d'assez important. Il y a eu un référendum. D'accord. Il y a eu un référendum en 2006
pour le vote, bien entendu, de la nouvelle constitution. Que dit la nouvelle constitution au niveau des États décentralisés? Il y a 26 États pour la République démocratique du Congo. Il y avait 11 provinces, nous basculons à 26 provinces. Sur les 26 provinces, on crée de fait, si on veut, des États fédéraux. C'est des États fédéraux qui vont avoir ce qu'on appelle une certaine autonomie avec le pouvoir central à Kinshasa. Ce pouvoir central va reverser de dividendes de 40%. Hein, je reviens, ça commence là, cette affaire. Mais il y a déjà un problème, puisque l'État fédéral n'existe même pas. Oui, mais j'ai dit déjà au départ ce qu'il y a eu déjà par rapport à la Constitution. Okay. Maintenant, ratifier de traités, ratifier des arrêtés ou également de décrets, ça coule des sources parce qu'il y a la Constitution qui est là, qui donne en fait cet aval, en fait que les choses se passent de cette façon-là. Moi, par contre, je reviendrai sur quelque chose d'assez important par rapport à cela. Le pays est assez fragilisé aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui scinder ce pays en 26 morceaux. Là, on part sur ce même principe qui existe de créer des États forts. Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'on va vers la balkanisation de la RDC aussi. Parce que ces États qui sont faibles, ça sera automatiquement récupéré par les gens qui veulent récupérer la RDC. Par exemple, en Ituri, par exemple, dans le Kivu, dans le Maniema, province orientale, le Kivu. Là, on a déjà plus de 7 provinces. Donc, sur ces 7 provinces-là, le Rwanda va... Il suffit d'armer un petit roi télé du coin, il se proclame président, il y a une multinationale qui s'installe et puis vous allez voir et tout. Ce n'est pas le moment de faire... On cherche à unifier un pays, à faire un pays fort. Ce n'est pas le moment de chercher à diviser, à faire des petits morceaux, juste pour donner du boulot à tous ces chômeurs politiques qui tournent à Kinshasa, qui veulent devenir gouverneurs, maires de telle ville, machin, tout ça. Ça ne sert à rien. Le Congo est un pays malade, il faut d'abord les guérir de sa maladie. Une fois guéri, consolidé, oui, un État fort, une fois guéri, consolidé, pendant peut-être 10 ans, 15 ans, l'État devient vraiment fort et après on peut faire un État peut-être fédéral. Parce qu'aujourd'hui, vous allez faire un État fédéral avec une radio nationale qui ne couvre même pas l'étendue du territoire. Vous allez faire un État fédéral avec que 2 villes, c'est le seul pays en Afrique où la capitale n'est reliée par la route qu'à 2 provinces en fait. C'est du jamais vu. Or, normalement, la capitale devrait être reliée par route à toutes les provinces. Vous allez faire un État fédéral avec un pays où les télécommunications ne marchent pas. Vous allez il y aura de toute façon, ce qui est clair, c'est qu'il y aura un problème de budget. Avec quel budget ils vont faire... En fait, ce n'est pas le moment de le faire. Voilà, c'est pas le moment de le faire. Le budget, on dit quand le pays produit, on reverse le 60% au gouvernement central, le 40% l'État garde. En fait, la province garde. Et ça a été mis en place dès 2010, c'est marqué dans la Constitution. Mais est-ce que même ce mécanisme fonctionne aujourd'hui? Non, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà. Mais tout le monde, il y a déjà un problème puisque ce mécanisme ne fonctionne pas. Dans la grande ville, là où il y a Moïse Katouli, il disait clairement, moi je reverse l'argent, ce que je gagne. J'ai augmenté la capacité de recettes dans ma ville, mais il me semble que l'État ne reverse rien par rapport à cela. Vous voyez, dans des grandes villes, déjà, nous avons cela. Donc il y a un problème déjà de légitimité. Légitimer d'abord le pouvoir, faire comme Kérémine a dit, un État fort, mettre des institutions en place, et à partir de là, on va garantir maintenant cette gestion de grandes villes, sinon ça sera complètement une utopie par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'ils veulent fouer le Congolais en mettant la Constitution en place qui est écrite bien entendu à Liège avec l'aide de Français et de Belges, qu'on appelle la Constitution de Louis Michel. Mais tout cela, il y a une forme d'arrière-pensée derrière de ramener le pays vers la scission. Alors, on va revenir, pour conclure notre émission, nous allons revenir sur la diaspora et l'accueil accordé à Laurent Lui par l'association combattante à Londres. Je ne sais pas si vous avez vu cet accueil-là, je peux vous relater. Laurent Lui est accueilli comme un chef d'État à la descente du train à King Cross avec bouquet de fleurs, filles en pagne traditionnelle. La question, moi, qui me dérange,
c'est de savoir pourquoi autant d'honneur à ce monsieur. Qui est Laurent Louis pour lui accorder autant d'honneur présidentiel? Alors, le président de MLD, Laurent Louis, habite la ville de Nivelles, en Belgique. C'est une personne qui a pris cause pour la RDC, pour essayer de faire passer la voix des sans-voix, pour utiliser les termes, parce qu'avec le film de Cheda qui passe actuellement, dont je fais un clin d'œil pour l'anecdote, mais tout cela, il est le seul au niveau du Parlement fédéral de défendre l'intérêt de ce peuple, la souffrance de ce peuple, les génocides de ce peuple. En échange de cela, c'est vrai que vous savez que bien les Congolais fonctionnent avec la passion, fonctionnent avec les motifs, et à travers l'émotion, nous nous trouvons avec la situation que vous venez d'expliquer. Voilà. Mais cela dit, nous ne regardons pas les choses qui sont autour de son accueil, nous regardons l'honneur. Au point où nous en sommes, l'ennemi de notre ennemi, c'est notre ami. Donc, au point où nous en sommes. Parce que c'est un homme dont la voix porte. C'est un homme dont la voix porte. Moi, je ne vois aucun inconvénient, c'est qu'il soit accueilli. C'est un juste retour d'ascenseur. Les Congolais est reconnaissant. On lui dit merci. Où est le mal? Qui dit aux Congolais que Laurent Louis est l'ennemi des ennemis de l'État congolais? Mais qui dit aux Congolais justement qu'il n'est pas l'ennemi des ennemis de l'État des Congolais? Le contraire. Qui vous dit me renvoyez ma question. Oui, mais puisque jusqu'à preuve du contraire, nous on s'en tient à ce qu'il dit. On n'a pas de preuve contraire qu'il n'est pas sincère. Mais les jours où on aura des preuves qu'il n'est pas sincère, tant lui il aura tourné Kazakh, les Congolais s'est tourné Kazakh, ça ne prend même pas 24 heures. Roger, qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur Laurent Louis? Moi, je peux dire, c'est un président d'un nouveau parti, un parti jeune, où il a fédéré beaucoup de gens autour, des Congolais sont derrière lui. Il est des Nivelles, comme je disais tout à l'heure. C'est un homme qui est en train de brasser large. En 2014, il y a des élections qu'on appelle locales au mois d'octobre en Belgique, où on va commencer à sentir un peu qu'est-ce que ça va faire comme retomber son action auprès de la communauté congolaise. C'est la grande communauté en Belgique. Et à travers cela, en 2014, il y aura des grandes élections qu'on appelle, on va élire de députés fédéraux. Et là, on aura une forte affaire, une maille à faire pour qu'on puisse dire, tiens, cet homme a travaillé fort pour le Congo. Il a besoin de députés pour qu'il ne soit pas le seul au niveau de l'Assemblée fédérale. Attention. Il est tout seul. Oui, il est tout seul maintenant. Alors, vous voyez, donc je vous réponds. Il est décisionnaire. Pardonnez-moi, je vous réponds. Il est tout seul, donc il prend des risques. Comme il est étant seul, il prend des risques. Effectivement. Parce qu'il est seul, il peut prendre des risques. Demain, au pouvoir, est-ce qu'il pourra prendre des risques? Laissez-moi venir par rapport à ça. Il est seul, il prend d'énormes risques. Il est en train de faire avancer la machinerie congolaise. Il est en train de faire du lobbying sur le Congo. Il a demandé, il a interpellé le gouvernement par la voix de son maître Fléau qui fait des émules à Kinshasa, qui fait des choses extrêmement graves comme Louis Michel fait. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé qu'on puisse reconnaître le crime commis en RDC depuis l'indépendance. Même avant l'indépendance. Il a réclamé cela. Il est le seul à avoir fait ce genre de demande. Quoi qu'il fasse, je dis bien, quoi qu'il fasse, qu'il soit au service, il y a toujours des arrière-pensées politiques, il y a toujours des intérêts électoralistes. Chers amis, qu'on se comprenne bien. Il est facile, quand on n'est pas au pouvoir, de dénoncer. Quand on n'a pas les deux mains dans le cambouis et que c'est nous qui conduisons un pays, il est très facile de dénoncer. Aujourd'hui en France, Mélenchon, qui fait partie, on le déclare troisième homme, il peut promettre tout ce qu'il veut, il sait très bien qu'il ne sera pas élu. Okay? C'est la même chose que Laurent Louis. Il peut dénoncer, crier. Oui, qui le dénonce, qui le crie. Nous, la question qu'on se pose, étant dit aux responsables la question qu'on se pose, elle est toute simple. La question qu'on se pose est toute simple. Maintenant qu'il n'est pas au pouvoir, qu'il dénonce, ça nous sert ou pas? C'est ça la question. Maintenant, là, ça nous sert ou pas? Du moment que ça nous sert, c'est bon. C'est différent. Roger, je pense qu'on ne doit pas rentrer dans une polémique. Oui, ça a servi la cause des Congolais. Maintenant qu'il n'est pas au pouvoir, son discours nous sert et on le prend. Demain, quand il sera au pouvoir, qu'il aura changé de discours, il peut compter sur nous pour les combattre jusqu'à la moelle épinière. Point barre. C'est aussi simple que ça. Roger, toi, tu appelles ça de... Moi, je pense que dans la politique, il y a des intérêts.
qui prévalent. Ça, c'est la chose qu'il faut tenir compte de ça. La première chose de ça, qui pense que voilà, à travers le Congolais, je vais pouvoir grimper les échelons où je vais devenir ce que je peux devenir. Ça, c'est une démarche humaine. Ça, on peut l'admettre. Mais de là à l'accuser, et qu'il est en train d'utiliser cette forme de machine de la diaspora congolaise pour se prévaloir, pour avoir le poste et puis jeter les Congolais, comme beaucoup ont pu faire, je pense que je te renvoie vers la réponse de Kerwin. C'est simple. Dans la politique, il y a des intérêts. Il faut que les Congolais puissent mettre ça dans leur tête, qu'il faut qu'il y ait des intérêts. À travers les intérêts, c'est quoi? Il faut que les Congolais ramènent aussi leur apport. Et cet apport-là, c'est quoi? C'est leur force. Et c'est à travers cette force-là, bon, nous allons aussi avoir d'autres partenaires. Il ne faudra pas oublier ce que Laurent lui a pu faire. D'autres hommes politiques sont en train de faire la même chose maintenant. Il a ouvert la boîte de Pandore. Comme il a ouvert la boîte de Pandore, d'autres sont en train de dire, tiens, pourquoi nous allons rester au bord de la route. Donc c'est une action positive. Merci beaucoup pour cette analyse. Wait and see, comme disent nos amis british, on verra bien. L'avenir nous dira ce qui va se passer par rapport à Laurent, lui et la RDC. Je vous donne rendez-vous encore une fois la semaine prochaine pour débattre avec vous et analyser la situation géopolitique en RDC et un peu partout dans le monde. Merci à vous et à bientôt. Au revoir. Merci Roger. Merci à vous.